Voici petite vidéo qui va montrer comment mesurer la force pesanteur. La force pesanteur peut se mesurer à l'aide d'un, bien sûr, d'un dynamomètre, ce qu'on appelle un dynamomètre. Alors qu'est-ce que c'est que le dynamomètre? En fait, c'est tout simplement un montage pour lequel on a un ressort. C'est un montage à ressort qui va mesurer bien sûr les forces et donc pourquoi pas, comme la force pesanteur est une force, ben, elle va mesurer les forces. Donc ce qui veut dire qu'on va suspendre, on va dire ici une surface stable. J'appelle surface stable, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des gros poids, ça ne va pas casser, hein. Je pense à du béton armé, voilà, monté sur socle. Alors, vous avez un socle comme ceci, et là on retrouve du béton. Par exemple, on a du béton en bas et du béton au-dessus, monté avec du béton ici. Donc ça veut dire que c'est quand même costaud, c'est ça que je vais dire. Donc vous pouvez mettre un dynamomètre, c'est pas un problème. Il ne va pas y avoir voilà, de soucis avec ça. Bon. Le tout, c'est de mettre un ressort. Donc on accroche un ressort, on vient visser ici, avec des chevilles, on visse, on met un système d'accrochage avec un nœud comme ceci. Voilà, et donc là, on a une cheville. Voilà, la cheville est là. On met un système d'accrochage et bien sûr, on met notre fameux ressort. Un ressort, il existe d'innombrables ressorts et les ressorts ont permis d'innombrables choses de construction, etc., dans la vie courante. Voilà, ça c'est le ressort. Alors le problème c'est que mon dessin est un peu trop grand. Je préfère le voir comme ceci. Alors, je vais en mettre... Bon, ça c'est l'état 1. Il va subir 3 états. État 2. État 3. Bon, le ressort il sert à beaucoup de choses, hein, je peux vous le dire tout de suite, pour mettre un système comme ceci, sur une surface bien sûr. On a une surface. Et vous avez placé un ressort. Alors dans un véhicule, on retrouve d'innombrables ressorts, parce que comme je vous l'ai dit, ça sert à beaucoup de choses les ressorts. Voilà. Si vous mettez vous tirez sur le ressort avec une certaine force, bien le ressort il va s'allonger. Par rapport à la situation initiale, on a une situation initiale,
ça c'est la situation initiale. Là, vous allez le tirer. Et le ressort va s'allonger. Par rapport à la situation initiale, il va s'allonger d'une certaine distance. Voilà. Bon, ça c'est un peu trop. Le boudin, il est trop grand. Donc supposons qu'il était là. Mais il va s'allonger, par exemple, jusqu'ici. Donc il a subi ici ce qu'on appelle un allongement delta x. Et la loi de Hooke, c'est F est égal à Kx. Bien sûr, vrai dans un domaine défini. Bien sûr, il y a un repère qui est, qui est placé. La force est projetée, bien sûr, sur ce repère x. Et on sait mesurer le delta x. L'allongement est mesurable. Donc, et K, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort, c'est-à-dire qu'un ressort n'est pas l'autre. Il y a des gros ressorts, des petits ressorts, des moyens ressorts. Si vous prenez les ressorts d'une voiture, au niveau des suspensions, les ressorts, bon, elle a une constante de raideur très importante. Donc, voilà, il y a des ressorts qui se tendent beaucoup plus vite que d'autres, d'autres pas. C'est parce que c'est en fonction de la constante de raideur du ressort. Et donc, ici, on a l'état 1. L'état 2. Et l'état 3. Donc celui-ci va s'allonger, par exemple, d'un delta x, jusqu'ici, bien sûr, si on lui met une masse donnée. Avec une masse donnée, il va s'allonger de la longueur initiale, ça c'est la longueur initiale, jusque ici. Donc on a là on mesure la longueur initiale. L0 il est là. Commence d'ici à là. Ça c'est la longueur initiale L0. Et là on mesure le delta x. Voilà, pour une masse M1. Alors ça c'est dû à la loi, on a la loi de Hooke qui est ici, F est égal à Kx. Bien sûr, ça c'est dû à une force. C'est dû à une force qui est là. Il s'est allongé parce que on y a placé une force. La cause de l'allongement, c'est la force. La force F a eu pour conséquence un allongement du ressort. Donc ça c'était, si vous voulez, la longueur initiale. Le L0, la longueur initiale du ressort.
bien sûr, il s'est allongé d'une variation de longueur delta x en fonction, bien sûr, de la constante de raideur du ressort, K. Ce qu'on appelle la loi de Hooke. La loi de Hooke. Alors, je vous ai dit que la loi de Hooke était valable dans un domaine. Je vais vous montrer par après quel domaine. Voilà. Donc, je peux appliquer ça pour les dispositifs d'accrochage. Voilà. Ici, je prends une deuxième masse. Alors, je vous rappelle que le poids est égal à m fois g. Un petit rappel, la loi de Newton dit qu'on a la masse est attirée par une autre masse, la masse de la Terre, sur le rayon de la Terre au carré, fois gamma. Et ça, c'est la force de gravitation, en norme. Je l'y mets en norme. En d'autres termes, je peux écrire que c'est m fois gamma, masse de la Terre, sur le rayon de la Terre, au carré, bien sûr. Ceci constitue la gravitation G de 9,81 mètres par seconde carré. Donc la force n'est tout simplement que la force pesanteur. Bon, ici je vais mettre en norme. Je vais mettre en norme. J'ai été mettre une flèche, mais je devrais pas. Parce que c'est en norme, j'évalue en norme. Donc cette force de gravitation, on l'appelle la force pesanteur. Et sur la Terre, le G vaut 9,81 mètres par seconde carré ou 9,81 newtons par kilo. Ça dépend si on est en cinématique ou en dynamique, on peut employer le newton par kilo. Alors maintenant, là on a un poids dû à la masse. Qui dit poids, qui dit masse dit poids. Qui va se mettre au centre de... Le poids d'application est au centre de gravité. Et là, G, P égale M1 G. Alors ici, si je mets un poids là, il va s'allonger. Là, on a un allongement de 2 delta x. 2 delta x, pourquoi? Parce que j'ai mis une masse M2 M2 est égal à 2 fois M1.
Donc la constante de raideur n'a pas bougé, bien sûr. Elle vaut toujours K ici, K là et K là. La constante de raideur, c'est toujours le même ressort. C'est toujours le même ressort. Simplement, on a tiré avec une masse M1 et une masse M2, où M2 vaut 2 fois M1. Donc on aura 2 delta X, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc bien sûr, je vais mettre le poids qui s'applique. P est égal à M2 fois G, bien sûr qui sera 2 fois plus grande que celui-là. Donc si je prends un écart de là à là, bon, je dois pouvoir mettre et voilà. Bien sûr, là, on est au centre de gravité G. Là, au centre de gravité, hein, bon, c'est les diagonales l'intersection des diagonales d'un rectangle donne le centre de gravité de ce triangle. L'intersection des diagonales donne le centre de gravité. Voilà. Et tout ça pour vous dire quoi? Bon, donc ça veut dire qu'on peut mesurer la force de pesanteur en utilisant l'effet de déformation qu'elle produit sur un ressort hélicoïdal. Bon, je peux vous dire aussi que le ressort hélicoïdal permet d'étudier aussi l'oscillateur harmonique mécanique. L'oscillateur harmonique mécanique est étudié à l'aide d'un ressort, mais il permet d'étudier autre chose. La loi de Hooke, par exemple. La loi de Hooke, on peut l'étudier avec un ressort. On peut étudier beaucoup de choses avec un ressort. Avec un ressort, on peut faire beaucoup de choses. Faire des mesures de force, dynamomètre, mesurer un allongement, étudier un ressort, la constante de raideur d'un ressort. Bon, il y a d'innombrables utilités au ressort. Et le ressort il est fortement, fortement, fortement utilisé en mécanique. On a les ressorts linéaires, les ressorts hélicoïdaux, les ressorts en spirale, les ressorts circulaires, les ressorts en barre, des barres comme ceci, hein, comme on retrouve dans les voitures, voilà, des barres dans les camions qui jouent le rôle de ressort, voilà, des grosses barres comme ça. Voilà, les ressorts, c'est pas ce qui manque, hein. C'est pas ce qui manque en mécanique. L'usage des ressorts est multiple et varié, même dans les petits mécanismes pour maintenir quelque chose. Parfois, c'est maintenu avec des ressorts. Voilà. Et éviter de dérégler un ressort. Hein. Bon, donc on peut mesurer la force de pesanteur en utilisant, si vous voulez, l'effet de déformation qu'elle produit sur un ressort hélicoïdal. Ici, c'est un ressort hélicoïdal. Donc il est suspendu, bien sûr, à dire un plafond, on va dire, qui est solide, costaud. Donc on suspend à ce ressort donc une masse M à l'extrémité du ressort. Alors de longueur naturelle L0, la longueur initiale c'est L0. Alors quand on a mis la masse, bien sûr, celui-ci va s'allonger d'une longueur delta L. C'est-à-dire que, enfin delta X, je m'excuse, delta X, pas delta X, parce que ici on aura la longueur totale fera L0 plus delta X. Voilà, ça c'est la longueur totale. La longueur totale vaudra L0 plus delta X. Bien sûr, ce delta X
on aura un allongement sous l'action, bien sûr, de la force que je vais appeler, ici, c'est vrai que je dois les distinguer, P1. P1. Et là, donc, j'aurai des P2. Donc, j'aurai un allongement delta X sous P1. Et P1, on a suspendu une masse M1. Masse M1. Alors, évitez de mettre une trop grosse déformation parce que la loi de Hooke est valable, bien sûr, dans une zone élastique. Dans une zone élastique. Donc, on a, si vous voulez, le domaine, c'est le domaine de déformation élastique. De cet élastique, ça veut dire qu'il va revenir à sa position initiale. Hein. Mais maintenant, si vous dépassez les déformations élastiques, vous aurez voilà, une déformation permanente. Faire attention. Et si vous même dépassez très fort cette déformation permanente, vous pourrez avoir un allongement puis une rupture de voilà du fil, une rupture du ressort. Alors, donc, la loi de Hooke est applicable dans un domaine élastique, donc dans la zone de déformation élastique. Elle est valable là. Voilà. Alors maintenant, si on place une masse qui est M2, qui est le double, si vous voulez, de M1, alors le ressort va s'allonger d'une longueur de delta X. Parce qu'il est le double de M1 qui lui provoquait un allongement delta X. Et donc la force c'est P2, voilà, P2, et qui est égal à 2 fois P1. Voilà. P2 vaudra 2 fois P1. Pourquoi? Parce que ben, c'est simple. On met M1, M1, on a un allongement delta X. On met 2 fois M1, on a un allongement de delta X. Donc, on aura F qui est égal à K delta X. Mais ici, la force vaudra K fois 2 delta X. Donc, si je compare par rapport à cette force-là, on aura, si vous voulez, 2F. 2F. Donc, la force sera le double. La force sera le double. Donc, M1, cette force sera le double, mais on aura, bien sûr, ici, on aura F1 égale M1G. Et là, 2F1 égale M2G, c'est-à-dire 2M1G. Donc on aura, dans tous les cas de figure, on aura 2F, 2 fois la force. Donc on a une image, hein. On a une image allongement. Ça c'est l'allongement, poids. On aura une image allongement poids. Donc ce qui veut dire que l'allongement du ressort est donc proportionnel à la force appliquée tant qu'on le reste dans le domaine de déformation élastique. On peut écrire que ben, F est égal KX. F est égal à Kx. Ou K la constante de raideur du ressort exprimée en newton par mètre. Newton par mètre.
Voilà, donc vous voyez que si vous mettez 2 fois plus grand, une masse 2 fois plus grande, vous allez avoir un poids double et donc un allongement de longueur double par rapport au premier allongement delta x. Si vous mettez maintenant un poids quadruple, ben vous allez avoir 4 fois delta x, un allongement quadruple au niveau de la longueur, mais un allongement quadruple au niveau de la masse, donc un allongement quadruple au niveau de la force. Et on pourrait tirer voilà, une conclusion. Vous mettez une base que je vais appeler M1. Si j'ai pour un M1, j'ai un delta X, eh bien on aura une force F1. Ici je peux mettre delta X1. Voilà, delta X1. J'aurai une force F1 et donc un poids P1. Bon, je mets tout en norme. Pour le poids, je mets en norme. Bien sûr, F1 va être provoqué par F1 qui est égal à K fois delta X. Et ce F1 égale P1. Bon, maintenant, si je mets, on va dire, alpha fois M1, on aura un allongement alpha delta X1 qui va entraîner une force alpha F1 qui est égale à K fois alpha delta X. C'est-à-dire qu'on aura un poids alpha P1 qui est égal à alpha M1 G, c'est-à-dire que alpha P1 est égal à alpha F1. On aura un équilibre, voilà. Donc ça c'est quand on a une démultiplication, si vous voulez, par rapport à la masse M1, donc on aura un allongement démultiplié. Et donc tout sera proportionnel. Si on a un allongement démultiplié, qu'est-ce qui sera démultiplié? Ben, le poids. Puisqu'on a démultiplié la masse par rapport à, voilà, à une masse de départ. Tout est été multiplié par un facteur alpha. Donc, de cet entrefait, vous pouvez placer n'importe quelle masse par rapport à M1, démultiplié par rapport à M1, ou M1 constituerait une unité de base. Vous mettez n'importe quelle masse, pour autant que vous restez dans les déformations élastiques, bien sûr, parce que sinon ça ne marche pas. Vous allez avoir une déformation permanente, le ressort ne reviendra plus à sa position initiale. Donc attention à ça, faites très attention à vos ressorts, parce que les ressorts, une fois qu'on a dépassé la zone, ne servira plus. Et si vous êtes beaucoup plus loin, si vous le distendez avec une force incroyable, vous risquez de le casser. Vous allez à la rupture de la résistance du matériau en traction. Vous allez dépasser, bon, voilà, on va dire une traction limite. Vous allez dépasser une traction limite qui va rompre le ressort. Donc, vous mettez une masse suspendue. Vous respectez bien sûr la zone de déformation élastique en mettant pas trop de masse et donc fatalement pas trop de poids. Et donc vous mettez un coefficient alpha M1. Pour M1 vous avez delta X1, mais pour alpha M1 vous avez alpha delta X1. Alpha delta X1 va créer une force qui sera proportionnelle à F1, alpha F1 qui vaut K alpha delta X. Voilà, ce K alpha delta X n'est rien d'autre que, voilà, c'est le poids. C'est le poids, c'est juste le poids. Alpha, la force de traction est le poids. La force de traction sur le ressort n'est rien d'autre que le poids, la force pesanteur, c'est-à-dire la force par laquelle le corps est attiré par la terre. Donc on sait mesurer, si vous voulez, à la différence, il ne tombe pas. Il reste suspendu.
il reste suspendu, mais l'allongement permet de mesurer, si vous voulez, l'allongement permet de mesurer le poids. Grâce à l'allongement, on sait trouver le poids. Et donc, si on sait trouver le poids, on sait trouver la masse. Voilà, on sait trouver la masse. Donc, un allongement décrira, enfin, sera un allongement fournira un renseignement sur le poids qui est placé. Bien sûr, il faut connaître la constante de raideur du ressort. Connaissant la constante de raideur du ressort, l'allongement, ben, tout est connu. On connaît la constante d'allongement du ressort, qui est fixe ici. Dans ce cas-ci, on utilise toujours le même ressort. Elle est fixe. Pour un delta x variable, on sait connaître la force du poids, qui est la force de traction du corps sur le ressort. La force de traction du corps sur le ressort. Donc on sait mesurer, si vous voulez, en mettant une masse, on sait mesurer un allongement. Cette masse est l'image d'un poids. Cet allongement est l'image d'un poids. C'est l'image avant tout, bien sûr, d'une traction d'un corps sur le ressort, mais c'est l'image d'un poids. En finalité, c'est l'image d'un poids. Donc on peut mesurer des poids. Donc c'est ce que fait le dynamomètre. Le dynamomètre mesure les allongements et donc renseigne sur le poids qui est présent. Donc on peut faire une échelle graduée. Enfin, qu'on met une échelle graduée en fonction de l'allongement, on peut définir une référence de poids, niveau 0, et après, à partir de là, on peut trouver pour la graduation différents allongements, des poids, en fonction d'une constante de ressort, une constante du ressort. On peut mettre une graduation et se dire, bon, de là à là, on a 1 newton, de là à là, on a 2 newtons, de là à là, on a 3 newtons. Donc l'allongement là correspond à 1 newton, l'allongement de là à là à 2 newtons, l'allongement d'ici de là à là à 3 newtons. Et là, c'est niveau 0 newton, c'est-à-dire c'est quand il n'y a pas de masse sur le ressort. Bien sûr, là, on aurait le ressort. Alors, je vous rappelle que la gravité dépend de la latitude, de l'altitude, elle dépend des forces de Coriolis, des forces d'entraînement dues à la rotation de la Terre au niveau de son axe. Voilà, on a une rotation axifuge. Donc on a une vitesse d'entraînement, mais ça dépend aussi des densités, de la composition terrestre au niveau de la densité de matière qui sont concentrées dans des zones plutôt que d'autres. Voilà, donc ça joue sur la gravimétrie. La gravimétrie. Voilà, donc on a pas mal d'éléments qui interviennent pour qui doivent être corrigés pour qu'il faut corriger pour avoir la bonne gravité, notamment ce que je vous ai dit. Donc en un même endroit, je vous rappelle que dans un même endroit, la force de pesanteur c'est une grandeur, la force de pesanteur est une grandeur locale. Hein. C'est une grandeur locale. Donc le dynamomètre va comparer des forces au même endroit. N'allez pas comparer une force sur la Lune, mesurée par un dynamomètre, et un dynamomètre sur Terre, parce que ça n'a rien à voir. Le dynamomètre va mesurer des forces pesanteurs. Donc la force pesanteur est dépendante de la gravitation. Donc si vous changez de lieu, voilà, le dynamomètre est quelque chose de local. Tant que la gravitation ne varie pas trop, ça va. Mais si elle varie beaucoup, tel que sur Terre et sur la Lune, le dynamomètre ne va pas mesurer les mêmes choses. Vous aurez compris. Hein. Il y a moins d'attraction sur la Lune, 6 fois moins d'attraction sur la Lune que sur la Terre, donc le dynamomètre restera plus en haut que sur la Lune que sur la Terre. Donc un dynamomètre qui va mesurer 6 newtons
sur Terre, ben, il en mesurera qu'un seul newton sur la Lune. Un seul newton sur la Lune. Parce que la gravité de 0,166666, ce qui fait un sixième, hein, c'est un sixième. Donc c'est un sixième de la gravité qui existe sur Terre. Donc si vous avez 6 newtons sur Terre, ben, vous aurez 1 newton sur la Lune. C'est le dynamomètre. Mais les masses seront toujours les mêmes, ça vous le savez très bien. Les masses sont toujours les mêmes, mais les gravités, enfin les forces de pesanteur seront différentes sur Terre et sur la Lune. Donc le dynamomètre est, comme la pesanteur est une grandeur locale, donc l'effet du dynamomètre sera local. Il sera local dans le sens où le ressort va se distendre de manière en fonction du lieu. Il va se distendre pas de la même façon d'un lieu à l'autre. Bon, et je vous ai dit qu'on peut étudier aussi avec l'aide de ressorts, l'oscillateur harmonique. L'oscillateur harmonique. Alors il existe aussi l'oscillateur harmonique amorti. Amorti. Bon, à ce moment-là, il y a un amortissement. C'est une exponentielle avec une sinusoïde. Une exponentielle, une sinusoïde. Ça répond à des équations différentielles. Voilà. Soit on a des sinus, soit une exponentielle avec un sinus. Et voilà. Et si on a une belle sinusoïde, bon, ça veut dire qu'on a voilà, une amplitude, une fréquence. Voilà. Mais ça, c'est de l'oscillateur amorti. Je le verrai. Et on peut faire ça avec des ressorts. Mais à ce moment-là, le ressort, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un mécanisme qui se distend, qui se distord, il se distend, il se distord continuellement. Donc c'est un effet d'aller-retour constant. Voilà. Et vous aurez compris que pour qu'il soit constant, il faut toujours voilà, lui mettre de l'énergie. Il faut toujours lui mettre de l'énergie parce que sinon, il va s'arrêter. Et les circuits électroniques font beaucoup ça. Voilà, les circuits électroniques font ça. Voilà, là, ils feront les oscillateurs feront ça. Les oscillateurs feront ça. Alors il existe des circuits RC qui font ça. Oscillateurs, les oscillateurs à circuit RC, à circuit, il y a différents types d'oscillateurs que je verrai un jour ou l'autre. Mais en tout cas, leurs sorts, ils peuvent servir en tant qu'oscillateur. Et je vous rappelle que un pendule, voilà, est un oscillateur. Hein. C'est un oscillateur. C'est un oscillateur harmonique, hein, le pendule. Et si je prends une horloge qui tourne, voilà, c'est comme un vecteur de Fresnel, donc c'est aussi un oscillateur. Voilà. Et donc les planètes, quand une planète orbite autour d'un astre, ben, si je considère qu'il fait une trajectoire circulaire et qu'il fait un MCU, par exemple, j'ignore que sa trajectoire est elliptique, j'ignore que sa trajectoire est elliptique, je simplifie en disant qu'elle est circulaire et qu'elle fait un MCU, à ce moment-là, vous avez un oscillateur. Hein. Donc en fait, c'est comme un temps qui est créé. Voilà, c'est un temps qui est créé qui va osciller. On va avoir une oscillation harmonique. On aura un temps créé comme une montre, une horloge qui tourne. Et en même temps, c'est comme si on avait en même temps une oscillation voilà, harmonique qui était créée. Donc c'est une loi répétitive. Hein. La sinusoïde est une loi répétitive. On passe d'un max à un min, max, min, max, min. C'est comme l'heure. Hein. L'heure, vous passez normal. On passe à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, puis on repasse à minuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, puis on repasse à minuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, on passe à minuit. Voilà, simplement l'heure, elle est toujours positive. Hein. Elle n'est jamais négative. C'est juste ça la différence. Mais si je peux décomposer,
en positif, négatif, en mettant les heures de 0 à 12 à midi positif et les heures de midi à minuit négatif. Donc là, vous allez voir qu'on va bien avoir une belle sinusoïde. Bon, mais là, de toute façon, c'est une autre question. Là, les oscillateurs harmoniques, c'est autre chose. C'est une autre question. Je vous remercie.